allons vous présenter maintenant un petit film de 8 minutes qui a été réalisé avec les animateurs culturels des 8 lycées de La Rochelle sur les jeunes et le développement durable. Et après, nous entendrons Pierre Rabhi. Je lui demanderai de réagir d'ailleurs à ce film qu'il va découvrir avec nous. Qu'est-ce que le développement durable? Bah, je sais pas trop. C'est tout ce qui est en rapport avec l'écologie, quoi. C'est mettre les bouteilles en plastique dans les poubelles jaunes, tout ça, quoi. Développement durable, le petit logo vert avec les deux flèches là, la flèche blanche et la flèche verte. Pour moi, le développement durable, c'est un développement économique qui touche aux énergies la plupart du temps, mais c'est aussi comment on développe les technologies dans le futur et qu'est-ce qu'on en fait pour que ça reste et ça soit durable dans le monde et que ça soit pas de l'obsolescence programmée. Toutes les personnes se sentent concernées par l'environnement, parce qu'on habite tous sur une même terre, quoi. Non, pas tellement. Moi, je m'en fous du réchauffement climatique et autres. Ouais, avec la pollution, les rejets à la mer et surtout le gasoil et tout ça. Par exemple, aussi en cours, on en parle beaucoup de développement durable, donc déjà, je peux me sentir aussi concerné rien que dans mes études. Par exemple, on a fait des études de cas sur le charbon, sur le gaz de schiste, des trucs comme ça. Ouais, bah ouais, de toute façon, c'est un sujet qui nous concerne tous parce que pour l'instant, nous, on s'en rend pas tellement compte. On est tous dans notre petite bulle à se dire bon, c'est pas tellement le problème, mais je pense que plus tard, disons nos enfants, nos petits-enfants, je pense que ce sera quelque chose qui les touchera. Donc ouais, pour l'instant, on s'en préoccupe pas tellement en tant que jeunes, mais je pense que plus tard, ça aura un impact assez conséquent. Et puis je pense qu'on a la chance d'avoir une éducation qui nous permet d'ouvrir les yeux sur le monde actuel et puis justement d'agir et pas justement de penser et d'émettre des hypothèses, mais d'agir, être dans le concret, quoi. Pas du tout. Bah non, pas vraiment. Il y a des progrès qui vont être faits et je m'interroge pas vraiment sur ce genre de questions. En fait, ce qui m'inquiète, c'est surtout quand je vois que l'été, on a l'impression qu'il vient un peu plus tard, que l'hiver aussi, par rapport aux cultures et tout ça, il y a un changement. Ça pousse pas quand ça devrait pousser, on cultive pas correctement et plus tard, ça peut causer des soucis, oui. La fonte des glaces, donc la montée des eaux. Donc tout ce qui est en bord de mer va forcément disparaître sous les eaux. Les falaises grignotées par la mer, donc tout ce qui est au bord, pareil. Réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on se pose, personnellement, moi je me pose pas tellement la question parce qu'on le voit pas, donc... Pour le travail, pour le monde du travail, oui, c'est sûr. Surtout pour les marins pêcheurs, parce que les espèces, après, c'est leur milieu, donc il y aurait plein de changements. Il y a peut-être moins de poissons, etc. Il m'inquiète parce que le changement climatique n'est pas un problème en soi, mais il m'inquiète parce qu'ils sont très rapides. Parce que dans la planète a toujours eu des changements climatiques. Sauf que là, c'est vraiment rapide. Ça n'a jamais été aussi rapide dans toute l'histoire de la planète. Donc ça devient inquiétant. C'est surtout un problème parce que personne n'essaye de le gérer. Et on est surtout dans une politique où on essaye de faire un développement économique sans prendre en compte le changement climatique. Quand on voit que certains utilisent des véhicules consomment pas mal, alors qu'ils pourraient avoir un véhicule de même catégorie mais qui consomme beaucoup moins, oui. Franchement, moi, à mon âge, à 15 ans, je pense que tout le monde s'en fiche. Je vois personne qui s'en préoccupe. Non, pas du tout, je ne suis pas en colère. Un peu, mais bon, ils font ce qu'ils veulent et c'est vrai que c'est pas très bien pour nous. Déjà, pour notre métier, les déchets dans l'eau et tout ça, c'est plus gênant. Quelque chose qui me révolte, toute la politique menée, politique économique, qui n'a pas pris justement en compte la terre, tout ce qui est question d'écologie.
Il y a des gens qui préfèrent le profit plutôt que préserver la nature ou gagner de l'argent et ils s'en foutent du reste. Je pense que j'ai rien à lui apprendre en tant que lycéenne. Un ministre, je pense pas avoir grand-chose à lui apprendre, à part un point de vue de citoyenne lambda. Les politiques sont jamais libres de leur choix complètement, alors ils peuvent pas tout foutre en l'air comme ça et dire on s'occupe que de l'écologie quand justement il y a des problèmes économiques, sociaux, d'où le développement durable, je crois. J'ai envie de leur dire de changer les choses, d'essayer d'intégrer les énergies renouvelables dans leur programme. Question environnement, non, je suis pas... J'ai pas tellement de conseils à redonner, je pense. De mettre une amende si on balance nos trucs par terre, nos emballages. C'est aux gens de faire attention. Après, c'est pas, on peut pas dire, on peut pas poser des lois. Ça sera toujours, ils feront toujours pas attention les gens qui sont comme ça. En France, je sais pas, mais dans le monde, par exemple, quand on coupe les arbres pour faire du papier ou choses comme ça, limiter. Parce que je sais que tous les ans, il y a des hectares et des hectares d'arbres qui sont coupés et ça nuit à la nature. Mettre plus de voitures électriques à disposition pour justement réduire les effets de serre, donc les émissions de CO2. Il faut qu'on arrête tout ce gaspillage, il faut qu'on trouve d'autres solutions, qu'on arrête d'utiliser les énergies fossiles. Personnellement, je pense pas que la politique est à même de corriger tous ces problèmes. Quelque chose de très compliqué. Comme a dit Mel tout à l'heure, les politiques ont un champ d'action assez restreint. Finalement, ils sont assez pressés. Et je suis pas sûr qu'ils puissent vraiment changer la politique qui a été menée jusqu'à maintenant, politique économique, écologique ou quoi que ce soit. Le tri des déchets, par exemple. Je jette pas mes déchets par terre, mes papiers ou même les cigarettes dans un cendrier. Voilà. Par exemple, quand je me lave les dents, l'eau je la coupe. Quand je dors, je coupe la télé. Quand quelque chose en veille, je débranche la prise. Comme ça utilise moins. Les classiques, faire pas n'importe quoi avec les déchets, respecter la nature en général. Recycler, acheter bio quand on peut, quand on a de la thune. Par exemple, je vais prendre l'exemple du self. Donc si j'aime pas, je prends pas. Ou je mange ce que j'ai dans l'assiette. Oui, comme tout le monde, les emballages en plastique sont un poubelle jaune, etc. Comme je l'ai dit, c'est pas se tromper de poubelle, etc. Sinon, j'ai pas vraiment à part économiser l'eau, c'est tout ce que je peux faire et je le fais. On fait plutôt le tri des bouteilles avec l'autre, mais autrement, non, je m'occupe pas trop de... Je fais pas attention, à vrai dire. Quand je suis en mer, je rejette un par-dessus bord. Pas prendre des douches de 20 minutes. Le tri des poubelles, déjà. Donc tout ce qui est plastique dans la poubelle jaune, tout ça, je le fais. C'est à peu près... C'est tout ce que je fais, en fait. Sur l'électricité, j'éteins les lumières, c'est tout. Mais par exemple, je mets pas en veille je laisse ma télé en veille et je pense pas à l'éteindre. Les montées des eaux, la fonte des glaces, etc., ça peut devenir inquiétant. Je me dis que les espaces verts vont être amenés à disparaître aussi. Je pense qu'on aura fait des efforts peut-être d'ici là et que ça va s'arranger. Si rien ne change, je pense pas qu'elle soit comme aujourd'hui. Avec un trou dans la couche d'ozone. Je vois vraiment pas la planète comme elle est aujourd'hui, je la vois toute polluée. Comme en Chine, où un épais nuage au-dessus de la ville. Ça dépend de ce qui va être fait maintenant et incessamment sous peu, là. Je saurais pas... Je suis pas devin, je peux pas dire là. Ça dépend qui on écoute et qui... Ça dépend si on a foi en l'homme, entre guillemets, ou pas. Je saurais pas. Sincèrement, je suis assez pessimiste. J'ai pessimiste et j'espère pas réaliste, mais ça m'étonnerait que ça s'améliore en bien. Je vois pas, dans l'état actuel des choses, tous les problèmes économiques et toute la conscience, bien que le comportement des hommes ait évolué, je suis pas sûr que cela soit suffisant pour aller dans un destin positif. Ça m'étonnerait.
éviter de faire comme vos parents et vos arrière-parents. Je leur dirais de faire attention parce que on n'est pas sur une planète en plastique et que un jour ou l'autre, on se rendra compte que vraiment, qu'on a fait n'importe quoi jusqu'à là et que, alors peut-être ce moment est venu de changer. Enfin, je pense oui que ce moment est venu, mais je sais pas. Je pense que tout le monde doit y mettre du sien. Bah, qu'ils fassent pas comme moi, qu'ils fassent les petits gestes tous les jours au quotidien et que peut-être que ça sauvera un peu la planète, quoi. Pierre Rabhi, que vous inspirent ces jeunes, les réflexions de ces jeunes? Il y a quand même il y a un intérêt premier, c'est qu'au moins les questions sont posées et qu'on tente de donner une réponse. C'est déjà pas mal, parce qu'on est en train petit à petit de sortir de cette indifférence, c'est-à-dire de cette situation où l'on croit que les choses qui se passent sont normales. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors on voit évidemment qu'ils ont une multitude d'opinions, mais qui sont de leur âge, je pense. Mais quand on essaye après, dans une évolution générale, quand on approche les choses, on se rend bien compte que dès le départ, il y a quelque chose d'erroné. Nous percevons notre planète comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre, etc. Alors que nous aurions pu l'apercevoir comme une magnifique oasis perdue dans un immense désert sidéral et astral. Et à partir de là, notre comportement aurait été peut-être un peu plus éclairé. Il est évident que concernant cette planète et concernant l'humanité qui est advenue sur cette planète, on dit que si on prend le ratio de 24 heures, nous serions présents sur cette planète depuis à peine 2 minutes. Ce qui fait que l'espèce humaine en tant que telle, ce qu'on appelle l'hominisation, qu'appellerait Teilhard de Chardin et d'autres, eh bien, elle est toute récente. Et en si peu de temps, on s'est aperçu qu'on était engagé dans un processus d'autodestruction. Destruction et d'autodestruction. C'est-à-dire que le comportement que nous avons vis-à-vis de la nature est un comportement qui nous a séparés de plus en plus de la nature aujourd'hui, et de plus en plus. Et il nous a fait oublier que nous sommes la nature. C'est-à-dire que cette idée de dire la nature et nous n'est pas une bonne chose. Parce que nous sommes la nature. La nature, c'est à exprimer quand elle a créé toutes sortes d'espèces, et elle a créé l'être humain aussi. L'être humain a une spécificité, bien sûr, en tant qu'être humain, parce qu'il a une forme de pensée et en même temps une forme de conscience. Mais l'une des consciences qui est la plus difficile pour l'être humain, et je pense qu'elle y est pour beaucoup dans notre comportement, c'est que nous savons que nous allons mourir, c'est-à-dire que notre vie est limitée. Et la vie limitée produit évidemment une forme d'insécurité. Et nous recherchons désespérément la sécurité, soit dans le monde métaphysique où on pense, on dit je vais mourir, mais je vais renaître, mais je vais me réincarner, mais je vais, etc. Ou alors un comportement sécuritaire qui est tribal, c'est-à-dire où les gens se réunissent pour se sécuriser mutuellement. Et en allant un peu loin, on aboutit aux nations, les nations qui sont toutes circonscrites dans leur territoire avec leurs frontières, dans une peur de l'autre nation. Et la peur de l'autre nation amène à réaliser la sécurité du territoire. Et la sécurité du territoire justifie pleinement les armements. Pourquoi fabriquons-nous autant d'armements pour nous autodétruire? C'est lié justement à cette vision erronée où l'être humain fait peur à l'être humain et où l'être humain finalement détruit ce à quoi il doit la vie. Effectivement, je voudrais juste citer une phrase que j'ai relevée dans votre livre, parce que je vais suivre un peu le cheminement de ce livre, Semeur d'espoir, un entretien avec Olivier Lenaire. À propos de la mort, vous dites ceci: tout le monde a rendez-vous avec la mort, alors pourquoi gâcher nos jours avec cette appréhension? Je voudrais aussi rappeler quand même
même si tout le monde vous connaît bien. Rappelez brièvement votre itinéraire et quel parcours a été le vôtre. Vous êtes né en 1938 dans une oasis algérienne, à la lisière du Sahara. Votre père vous confie à une famille française. Après le décès de votre mère, vous aviez 4 ou 5 ans à l'époque. Adolescent, vous changez de religion, vous devenez catholique, vous changez de prénom, vous devenez Pierre. Mais à la suite d'une dissension avec votre père adoptif pendant la guerre d'Algérie, vos parents nourriciers vous mettent à la porte. Vous avez à peu près 20 ans à ce moment-là. Vous partez donc pour Paris où vous devenez ouvrier dans une usine de machines agricoles, c'est ça ? Puis c'est le départ pour l'Ardèche avec votre jeune femme Michel. Vous avez alors 23 ans. Je rappelle tout cela parce que votre parcours est semé de souffrances, de déchirements, et il montre qu'on peut transcender les difficultés et se réaliser pleinement. Et c'est peut-être ce qui nous touche beaucoup, nous tous, en vous, c'est cette capacité que vous avez eue à transcender vos souffrances, vos deuils et vos peurs aussi. Alors, les Cévennes vont devenir votre patrie. Vous faites des petits boulots, maçon, charpentier, tout en suivant une formation à la maison rurale. Vous trouvez une ferme où il faut tout faire revivre, la maison et la terre, sans eau ni électricité, avec 2 petits-enfants qui venaient de naître. En 1960, alors, il fallait quand même une ténacité hors du commun pour choisir ce retour à la campagne, à la montagne, au moment où les paysans quittaient la terre, au moment où c'était le plein emploi. À 23 ans, qu'est-ce qui vous motivait pour choisir cette vie-là si difficile ? Quelqu'un qui est disons, qui a un destin comme le mien, disons, avec toutes ces ruptures, cette mère que je n'ai pas connue, et je reste toujours dans cette frustration d'une mère que je n'ai pas connue. Elle est malheureusement morte alors que je n'avais pas une élévation de conscience suffisante pour la garder en mémoire. Je n'ai même pas une photographie pour me la représenter. Donc on est comme clandestin en quelque sorte. Et je pense que ça a dû... après, ça a accentué des questionnements sur finalement la vie, qu'est-ce que c'est ? Quand vous partez d'une culture musulmane où j'étais à l'école coranique, etc., et que vous allez dans une culture chrétienne occidentale, vous passez donc sans transition de la tradition à la modernité. Et vous plongez très très fort dans la modernité, qui est en fait un phénomène relativement récent, parce qu'auparavant c'était plutôt des civilisations agraires, vous voyez, et qu'à ce moment-là, vous êtes très jeune, confronté aux contradictions culturelles. C'est-à-dire que dans l'islam, on me recommandait surtout ne pas boire de vin, ne pas manger de cochon, de porc, et quand j'étais dans ma famille d'adoption, on se régalait de vin et de cochon. Donc pour un petit enfant, c'est très difficile de voir et de vous passer d'une culture traditionnelle où tout est extrêmement simple à une culture dite moderne avec les brosses à dents, l'hygiène, enfin toutes les choses qui vous déboulent dessus comme étant ce qu'il y a de mieux. Et déjà, vous voyez apparaître finalement une espèce de jugement d'une culture par l'autre. C'est-à-dire la culture moderne qui juge l'autre culture comme étant attardée, qu'il faut civiliser parce que ce sont des gens qui ne sont pas civilisés. Et la notion de civilisation prend une puissance extraordinaire. Donc à partir de ce moment-là, comme vous n'avez pas de réponse, vous fréquentez beaucoup les philosophes. Dès que j'ai pris conscience et que je pouvais fréquenter les philosophes, à ce moment-là, j'ai fréquenté les philosophes pour essayer de voir est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à clarifier ces dilemmes. Alors j'ai fréquenté beaucoup les philosophes et pour essayer d'avoir cette réponse. Et quand je suis tombé sur Socrate, Socrate m'a satisfait. Pourquoi ? Parce que Socrate est le seul qui a dit une chose extrêmement juste. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Voilà. Et je pense que tout le monde peut s'appliquer cette réalité-là. Voilà. Et donc, alors, ce qu'il ne faut jamais oublier, et ça c'est peut-être, je ne sais pas quelles sont les questions que vous allez me poser, mais je tiens quand même tout de suite à dire que la civilisation née en Europe
est une civilisation paradoxale. Elle a rompu, bien entendu, avec la technologie, avec le progrès, etc. On a rompu avec les civilisations dites agraires, où l'homme était plutôt relié à la terre, pour une civilisation qui est prométhéenne, c'est-à-dire un être humain qui, par son savoir, prétend finalement qu'avec avec son talent technique, passer du cheval animal au cheval vapeur, etc., l'exhumation de matières combustibles pour alimenter des véhicules, pour faire de cette matière combustible une énergie, laquelle énergie, et avec ce côté prométhéen, c'est-à-dire que enfin l'homme va être libéré. Voilà. Mais cette civilisation qui s'est répandue, cette idéologie qui s'est répandue sur l'ensemble de la planète est née en Europe. Et l'Europe a été la première victime, si je puis dire. Parce que quand vous lisez les voyageurs du XVIe au XVIIe siècle, ils vous disaient, quand on visitait l'Europe, on passait pratiquement d'une tribu à une autre, d'une nation à une autre. Les gens ne s'habillaient pas tous pareil, ne faisaient pas toutes leurs maisons pareilles, avaient leurs légendes, avaient leur langue. Donc c'était une mosaïque en quelque sorte de multitude de cultures. Et ces cultures qui étaient inspirées justement dans la créativité en rapport avec la nature. Et la modernité a tout nivelé et a amené une monoculture. Et cette monoculture s'est répandue pratiquement sur tout l'ensemble de la planète. Et même moi qui suis né dans un territoire colonisé par la France, c'est-à-dire que conquis par la France, eh ben je récitais que mes ancêtres étaient des Gaulois. Voilà. Et donc à partir de là, vous imaginez bien qu'il y a une forme d'idéologie. Elle est masquée derrière tout un tas de soi-disant progrès, etc. Et ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que cette idéologie disait qu'elle allait enfin libérer l'être humain. Enfin libérer l'être humain. Et moi, quand j'étudie l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, je ne vois que de l'enfermement. C'est de la maternité à l'université, on est enfermé. Les jeunes appellent ça un bahut, je crois. Voilà. Tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse, bien sûr. Et puis on a la boîte où on stocke les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Bon, ce qui veut dire que oui, vous voyez comme l'idéologie est fallacieuse, c'est-à-dire qu'elle a finalement, qu'est-ce qu'elle avait comme objectif? Un prétendu progrès qui allait libérer l'être humain et qui aboutit à quelque chose qui s'inverse, qui en fait réagit contre la nature, puisqu'on va exhumer des matières combustibles souterraines que la planète a eu l'intelligence de stocker dans la Terre. On les a exhumés et c'est avec ça, ce combustible, cette énergie combustible exhumée, etc., qu'on a organisé le monde d'aujourd'hui. Et je peux poser une question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en charrette? Bien sûr, à vélo, voilà. À vélo à La Rochelle. Alors certains à vélo, il y en a pas mal, oui. Mais tout ça pour dire que finalement, moi-même, on est tous subordonnés à une logique, laquelle logique est devenue extrêmement ambiguë. Oui, ça me permet de vous poser une question que j'avais préparée. Comment on a tous envie de faire quelque chose, de préserver l'environnement, de pas se laisser enfermer dans une boîte, comme vous disiez. Mais comment résoudre ces contradictions? Voilà, vous êtes venu en avion, on utilise la voiture. Dans votre vie, à vous, comment arrivez-vous à résoudre ces contradictions qui sont les contradictions de nous tous? Alors, ce qu'il faut rappeler, évidemment, je ne suis pas là... je suis là dans le témoignage, hein. Je ne suis pas dans la conférence magistrale, c'est pas du tout ça. Si je suis venu, c'est pour témoigner, pour dire, écoutez, non seulement j'ai eu des convictions, Michel les a partagées, et avec ces convictions, j'ai essayé d'être aussi cohérent que possible. Ce qui a été un retour à la terre. En 1961, nous avons quitté Paris. Je travaillais dans une entreprise et c'est là que j'ai pu voir aussi la condition humaine. Quelles conditions nous faisions à l'être humain
Et finalement, cette condition ne m'a pas convenu, dans le sens où on avait l'impression que l'humain était là, en fait, mobilisé pour servir un modèle qui allait aboutir, évidemment, au produit national brut, enfin, à toutes ces choses-là. Et ce qui fait qu'on était amené plutôt en quelque sorte, à brader notre existence, c'est comme ça que je l'ai ressenti, à brader notre existence contre un salaire, lequel fait de nous des consommateurs qui produisent pour consommer, etc. etc. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là l'intérêt, disons, de fréquenter les philosophes, c'est qu'eux se posent des questions. Mais ces philosophes ne sont pas tous d'accord, parce que ce serait extraordinaire si tous les philosophes étaient d'accord, et c'est pour ça que je rappelle, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Donc je voyais la condition humaine avec que nous travaillions dans cette ambiance d'entreprise, effervescence, etc., etc. Et on avait l'impression de troquer notre existence contre un salaire. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, quid de la vie, quid de la nature, quid de cette beauté qui nous est donnée, si nous sommes confinés dans des espaces restreints et nous ne sommes pas en présence de cette magnificence que donne la vie et la nature, qui nous donne à tellement admirer, à tellement aimer, c'est dommage. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle je lui dis, moi je ne rentre pas dans cette logique-là. Et ça a été le retour à la Terre en 1961. Je tiens simplement à préciser aussi que quand on a voulu retourner à la nature, disons la profession qui paraissait la plus apte à nous rapprocher de la nature, c'était l'agriculture, puisque c'était le lien direct à la terre. Et donc j'ai appris l'agriculture que je ne connaissais pas, absolument rien de l'agriculture. On m'aurait dit que c'est peut-être exagéré, mais enfin on m'aurait dit des pommes de terre, ça se cueille dans les arbres, j'aurais peut-être dit oui, hein, il n'y avait pas de preuve pour moi. Et donc il m'a fallu apprendre. Pourquoi il m'a fallu apprendre? Parce que nous n'avions pas le moindre sou et on avait la prétention de devenir propriétaire d'une modeste ferme, mais passer par le Crédit Agricole. Voilà. Et donc le Crédit Agricole, et il avait raison, nous fait obligation quand même d'un apprentissage de l'agriculture, et je deviens ouvrier agricole. Et là, la phase qui a été c'est pour ça que je la cite, parce qu'elle a été très déterminante dans la suite de l'itinéraire, c'est qu'étant ouvrier agricole, je me suis rendu compte que l'agriculture utilisait énormément de substances toxiques. Des substances qu'on mettait dans la terre, donc on intoxiquait la terre, c'est ce qu'on continue à faire d'ailleurs malheureusement. Ensuite, vous aviez les pesticides qu'on utilisait à tort et à travers, parce que c'était l'agriculture, dans notre région, c'était beaucoup l'arboriculture, avec notamment la pêche, la très belle pêche du pays, de l'Ardèche, etc. Et pour cela, quand les arbres étaient malades, et on avait recours à des pesticides, et on savait pertinemment qu'on empoisonnait toute la région. Vous dites on, ça veut dire qu'au début, vous avez cru que ce serait nécessaire de traiter la terre comme ça? Non, je voyais une contradiction entre la nature qui représente la vie et les poisons qu'on utilise contre cette vie. Quand vous enseignez... Et en même temps, j'avais un grand ami médecin qui nous avait fait connaître le pays. Lui était médecin de campagne et dans nos discussions, il me disait, il y a un tel qui est mort, il y a un tel qui est paralysé, l'autre est devenu aveugle à cause des pesticides. Donc on était dans une réalité très claire. Comment se fait-il que l'activité qui est destinée à entretenir la vie produit la mort et la destruction? Et ça a été pour moi le premier choc, évidemment, et qui m'a amené petit à petit à me dire, mais si c'est ça l'agriculture, je ne veux pas faire cette agriculture. Et heureusement, j'ai appris par l'anthroposophie notamment, Rudolf Steiner, etc., fait faire un ouvrage qui s'appelait La fécondité de la terre, et qui mettait en évidence qu'on pouvait parfaitement cultiver la terre, se nourrir de la terre et la respecter. Donc moi j'en ai fait mon postulat absolu. Et c'est comme ça que je suis rentré. Alors à travers l'agriculture, j'ai donc pris conscience
de ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. J'ai pris conscience à travers l'agriculture du monde vivant. C'est-à-dire que notre rôle à nous, êtres humains, c'est pas qui se pose en question un peu imprécise. Quel était notre rôle? On doit prendre soin de la vie. Voilà. On doit prendre soin de la vie à laquelle nous devons la vie. Donc il y a des moyens de cultiver la terre autrement qu'en la dégradant. Vous parlez beaucoup aussi de la beauté de la terre et vous regrettez que quelquefois les paysans, ceux qui travaillent la terre, ne voient plus cette beauté. C'est quelque chose qui revient souvent dans votre livre et c'est quelque chose, la beauté, qui est importante pour vous. Dans l'histoire, si vous voulez, du monde rural et de la paysannerie, il faut savoir que le paysan est devenu exploitant agricole. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, ou industriel de la terre d'ailleurs. On voit parfois des espaces à l'infini qui sont traités sous une vision plutôt du productivisme industriel que sous la vision des biotopes vivants que l'on doit entretenir vivants. J'ai été désolé, on a vu les bocages ont disparu quand on est venu depuis Nantes pour faire l'ami qui nous transportait, nous faisait montrer le paysage. Et effectivement, quand vous voyez ces paysages où il n'y a plus d'arbres, on a enlevé les arbres, alors que les vrais paysans avaient aménagé selon les critères de l'écologie. Même s'ils n'avaient pas la science, disons, ils avaient l'intuition et la sensation que tout devait être en tout. Et les fermes étaient des véritables merveilles, c'est-à-dire que c'était des espèces de petits biotopes organisés par l'humain, où tous les composants, en quelque sorte, de ce qui donne à la vie son sens et son dynamisme étaient réunis. Les animaux étaient là, on protégeait les champs par des haies, le fumier était restitué à la terre, etc. Et donc le paysan était comme en un royaume qu'il gérait avec cette intelligence de la vie, et c'est cela qui a disparu. Alors ça va très loin, pour moi, cette affaire-là de beauté, puisque on n'avait pas le moindre centime on prétendait avoir une ferme, mais on n'avait pas d'argent pour l'acheter, pas le moindre centime. Donc on se disait, mais comment faire? Alors du coup, on nous a dit, peut-être le Crédit Agricole peut vous prêter des sous. Voilà. Seulement, je vais au Crédit Agricole et ils me disent, est-ce que vous savez travailler la terre, etc. Je dis, non, je ne sais pas. Et ils avaient tout à fait raison de me dire, écoutez, allez apprendre avant de prétendre à un prêt. Et c'est par là, et c'est là que je suis passé par. Alors on a cherché donc un lieu, une ferme, et puis quand nous sommes, et à l'époque il y avait beaucoup d'exode rural. D'ailleurs c'était un paradoxe. Les gens de la ville où nous vivions disaient mais vous êtes complètement fous d'aller à la terre, vous allez crever de faim. Et quand on arrivait à la campagne, les gens disaient vous êtes complètement cinglés, il faut retourner en ville parce que ici il n'y a plus d'avenir. Alors on était totalement dans une situation extrêmement ambiguë et paradoxale. Et alors finalement j'accomplis ce que j'avais fait, mes 3 années d'ouvrier agricole, et je viens avec un dossier recevable par le Crédit Agricole pour obtenir un prêt. Et ils me disent, est-ce que vous avez trouvé un lieu? Je dis, oui, on a trouvé un lieu. Alors, décrivez-nous-le. J'étais obligé de dire qu'il n'y avait pas d'électricité. Pas de téléphone, naturellement. Le chemin était peine praticable. Le sol était rocailleux. Alors il dit, vous êtes complètement fou, on ne peut pas vous aider à vous suicider. Mais comment dire à l'agent du Crédit Agricole que si nous sommes tombés amoureux de ce lieu, c'est parce qu'il est beau? Parce que la beauté, ça ne figure jamais sur un bilan. Aucun bilan. On vend des tableaux très chers, mais la beauté en tant que vite ne figure pas sur... Quand vous êtes dans un lieu où vous pouvez admirer un paysage absolument splendide, 17 clochers, silence, une paix royale, magnifique, de l'air pur, et vous avez tous ces attributs, si vous voulez, qui sont des attributs qui sont, qu'on pourrait dire, superflus dans le monde d'aujourd'hui. Parce que tout le monde a renoncé beaucoup de gens ont renoncé à la beauté de la vie, à la beauté. Nous, c'était un critère extrêmement important. Le critère de beauté d'être installé dans un lieu qui est beau, et tout le monde en témoigne quand les gens, on a beaucoup de visiteurs qui, tout d'un coup, s'extasient devant
dans le lieu, eh bien, c'était des critères intégrés dans le projet. Il faut vivre la beauté. Deuxième critère, enfin, je ne sais pas quelle est la chronologie de vos questions. Peut-être que je devance les choses. Peut-être que je dévance un peu les choses. Le deuxième élément, c'est attention au piège du profit sans limite, de vouloir toujours gagner et le toujours plus sans limite. Ça, c'est le grand piège. D'où j'ai sobriété. Et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Vers la sobriété heureuse », qui n'est pas une théorie, mais qui est véritablement lié à une expérience vécue. C'est par la sobriété et la simplicité qu'on atteint une certaine satisfaction. Parce que si on ne met aucune limite à nos ambitions, eh bien, on n'atteint jamais la satisfaction parce qu'il y a toujours quelque chose que l'on peut avoir encore et encore et encore, et donc c'est toujours plus indéfini. Seulement, c'est toujours plus indéfini, c'est pour ça que la publicité, c'est travailler sur le subliminal de l'être humain. Ceux qui font de la publicité, vous savez, ils ont une connaissance du fonctionnement psychique de l'être humain. Ils savent comment manipuler l'être humain. Et donc, ils le manipulent la plupart du temps sur... non pas vous avez assez, mais vivez. À partir du moment où vous avez à manger, vous avez vêtu, vous avez un toit sur votre tête et que vous soignez, vous avez l'essentiel. Donc, vivez. Non, non, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas, qu'il faudrait avoir. Et à ce moment-là, c'est-à-dire le bonheur impossible. Et on voit dans les civilisations dites avancées, qu'elles soient américaines, européennes, c'est-à-dire que là où il y a une prospérité extrêmement élevée, c'est là aussi où on consomme le plus d'anxiolytiques. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne donne pas un bonheur véritable et profond. Mais Pierre Rabhi, tout le monde ne peut pas vivre comme vous dans un village d'Ardèche. Et en fait, c'est comment concilier toutes ces nécessités de la vie, l'éducation des enfants, les dettes pour payer la maison, pour payer la voiture, etc. Oui, chacun doit trouver on a créé un modèle qui exige tout cela. Voilà. Il faut s'en dégager. Si on était dans un autre modèle, tout cela ne serait pas exigé. Aujourd'hui, je prétends qu'on est dans un modèle frénétique, c'est-à-dire que, vous savez, on est parti sur le time is money, le temps c'est de l'argent, etc. Mais non, le temps c'est de la vie. Et on a accepté de dire que le temps c'est de l'argent. Donc, on est entre la technologie, la vitesse, etc., qui a modifié le temps et qui a modifié l'espace, qui a placé donc l'être humain dans un temps angoissant qu'il ne faut jamais perdre, qu'il faut toujours gagner. Eh bien, on a créé ce qu'on appelle un état psychique frénétique. C'est-à-dire qu'on a... Voilà. Alors, comme on ne remet pas en question la frénésie, on invente des outils pour pouvoir la supporter. Et alors, on va toujours vite, les bagnoles, les machins, etc., parce qu'il faut aller vite, etc. Pendant ce temps-là, il y a un problème, c'est que j'ai eu affaire de plus en plus à des chefs d'entreprise, dont un, c'est avec lequel on a créé une structure qui s'appelle les Amanins, qui figure parmi les... quand j'ai rencontré donc Michel Valentin, on a la douleur de l'avoir perdu après avoir créé ce site qu'on appelle les Amanins. Et la première chose qu'il m'a dit quand il a demandé à me rencontrer, c'est « je sais gagner de l'argent, mais je ne suis pas heureux. Alors qu'est-ce que je fais ?» Alors à ce moment-là est apparu véritablement, est-ce que l'être humain est simplement l'homo economicus, comme on dit, qui doit être l'homme économique, qui doit faire tourner une machine en consommant et en produisant en même temps, ce qui va d'ailleurs devenir extrêmement difficile, ou est-ce que nous sommes sur cette planète pour nous accomplir, nous, en tant qu'êtres humains, dans notre aventure et cette belle aventure qui nous est cette belle possibilité qui nous est donnée de ce qu'on peut rappeler l'existence. Cette existence, quel est son contenu ? Soit je la subordonne à un système qui me produit et consomme et fait tourner la machine, ce qui donne une féodalité planétaire. Je n'ai rien contre la féodalité en tant que telle, sauf le côté péjoratif de la féodalité. Voilà, je ne l'approuve pas forcément. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Dans cette effervescence de l'ensemble de l'humanité, de tous ces systèmes qu'on a mis en route, ça donne quoi ? Ça donne 1500, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, 1500 milliardaires en dollars
Et tout le reste de l'humanité, eh ben, c'est par gradation, jusqu'à ce que j'ai vu malheureusement quand j'ai travaillé en Afrique, des mamans qui ne peuvent pas nourrir un bébé, parce qu'ils ne peuvent même pas lui donner un bol de riz ou un bol de soupe. Donc vous avez cette disparité absolument abyssale entre une accumulation infinie de richesses et ceux qui payent cela par l'indigence infinie. Et donc c'est là où l'humanité doit se poser la question globale sur finalement quel est son rôle. Nous venons de finir donc ce bouquin avec Jean-Marie Pelt, donc qui a repris comment la vie s'est installée sur la terre par la coopération. Et il m'a remis un peu la question sur la suite. Ben, la suite, c'est que le seul qui a instauré la dualité, c'est l'être humain. L'être humain est duel, alors que jusque-là, la vie est au contraire sur la coopération. Et donc, du coup, on se retrouve avec une humanité qui s'entrégorge, qui s'entre-déchire, qui se divise, qui fabrique des armes aussi horribles que possible, avec cette apothéose extraordinaire de la bombe atomique, qui n'est rien moins que l'outil d'une apocalypse finale si l'humanité devient folle. Elle l'est déjà, mais enfin, c'est un risque. Donc, nous avons aujourd'hui à nous poser vraiment des questions extrêmement cruciales et fondamentales sur la continuité de l'histoire. Donc, il faut revoir les choses et finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que l'humain peut se passer de la nature? Non. Est-ce que la nature peut se passer de l'humain? Oui. Donc, le problème aujourd'hui, enfin, je veux dire, ce qui va donner une conscience élevée, c'est que nous ne pouvons rien faire sans coopération avec la nature. Et si nous ne coopérons pas avec la nature, eh bien, nous serons éradiqués. Mais le problème, il y a eu des espèces qui ont disparu. Mais le problème de l'humanité, c'est que c'est elle qui s'auto-éradique. Donc ça devient une folie. Je voudrais citer votre livre, deux extraits. L'optimisme n'est pas ce qui domine en moi. Et être écologiste expose, hélas, au chagrin et à la colère. Qu'est-ce qui concrètement vous cause du chagrin et de la colère? Ben, c'est par exemple ce que les jeunes ont exposé tout à l'heure. Disons, on voit bien qu'aujourd'hui, on a cette planète et cette absolument splendide et qui offre tout. Et quand on voit le gâchis que l'on fait de ces miracles, qu'aujourd'hui, on arrive à des problématiques extrêmement graves. Ce que je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, je ne sais pas. Sur les terres détruites, les abeilles qui disparaissent, la biodiversité. Vous savez qu'il y a 60% des semences que l'humanité a collectées depuis 10 à 12 000 ans et qui s'est fait du bien tout en se faisant du mal avec ces semences, et que ces semences étaient transmissibles de génération en génération. Le père ou la mère la transmettait à la fille et à l'enfant. Et qu'aujourd'hui, cette réalité n'est pas prise en compte. C'est terrible. Ce qui me cause du chagrin aussi, c'est la subordination des femmes au plan planétaire. C'est pas normal qu'il y ait une subordination de la femme, alors que l'énergie féminine et masculine sont les deux énergies de la vie. Comment se fait-il qu'il y a une domination du masculin sur le féminin et d'une façon aussi terrible? Alors, les femmes gagnent un petit peu ici ou là, un peu de considération. Mais quand on prend l'ensemble du système humain, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on éduque les enfants dans la dualité, dans la compétitivité, plutôt que de les éduquer dans la coopération, leur apprendre tout petit et la coopération et leur enseigner la vie, et la vie vraiment, de quoi ils dépendent, ce que c'est que la vie, la beauté de cette vie à laquelle ils doivent eux-mêmes la vie et que tout le monde doit la vie. La liste des chagrins est énorme. Alors, parfois, je me dis, bon, ben, est-ce qu'il faut rien faire? Et quelquefois, je me dis, j'aimerais bien démissionner, mais je ne sais pas à qui d'emmener ma démission. Voilà, c'est ça le problème. Voilà.
Dans le livre d'entretien avec Olivier Lenaire, vous vous livrez beaucoup d'ailleurs, avec beaucoup de pudeur. Et il vous compare à ce petit homme debout devant les chars d'assaut de la place Tiananmen en 1989, qui tout seul s'opposait à l'avancée des chars. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce personnage ? Oui, ma gratitude à l'égard d'Olivier, elle est totale, dans le sens où, par ces questions extrêmement sensibles, il m'a amené à ouvrir d'autres portes que celles qui sont dans mes habitudes. C'est-à-dire que je suis sorti de mes habitudes, de mes ornières en quelque sorte, pour aller vers quelque chose qui m'a ramené de plus en plus vers une forme d'intimité, avec une pudeur certes, mais vers une sorte d'intimité. Lui me compare, moi je n'ai pas cette image de moi-même. Par contre, je reviens à Colibri, Colibri qui a pris quand même une extension grâce à Cyril Dion, à des amis qui ont pris tout ça. C'est pas moi seul qui ai pu propager comme ça les colibris, parce qu'il y a eu des amis, des amis d'âme, de cœur, qui ont s'est mis ensemble pour promouvoir tout cela. Vous voyez, ça oui, on est là. Intransigeance par rapport au système dans ce qu'il a de côté de pervers et destructeur. Là oui, j'essaye avec mes petits moyens de faire ce que je peux. Mais en même temps, on n'est pas seulement dans l'indignation, on est dans s'indigner, mais créer autre chose. Parce que si on ne fait que protester, sans rien proposer, on peut rester comme ça. Tandis que là, on est engagé, nous, dans des actions. Si mes amis là, présents vont sur Internet, ils verront que nous sommes des réalisateurs, au nord, au sud, partout. Que nous essayons de promouvoir des techniques qui sont plus que des techniques, qui sont une posture sociale importante comme l'agroécologie. L'agroécologie, il ne faut pas la réduire à une simple technique ou à simplement quelque chose qui va permettre aux gens de manger bio. Vous voyez ? On va parler de l'agroécologie. Je voulais parler encore un petit peu de vous. Comment vivez-vous cette notoriété absolument incroyable que vous avez aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous pousse à 75 ans passés à quitter votre jardin, votre cher jardin de l'Ardèche, pour venir comme ça prendre votre bâton de pèlerin, parcourir la France ? Que vous apporte le contact avec le public ? Est-ce que vous avez besoin de ce public ? Est-ce que vous avez besoin de nous ? Alors, mon jardin, je ne le quitte pas. C'est-à-dire que je m'absente de mon jardin, mais ça, je dis d'ailleurs à mes amis, moi j'ai renoncé à beaucoup de choses, mais mon jardin, ce n'est pas négociable. Pourquoi ce n'est pas négociable ? Parce que c'est la seule chose qui me reconnecte aux lois de la vie. Et à ce miracle, ces prodiges de la vie. Vous savez, je dis aux gens parfois, évidemment, comme je forme des gens, des agriculteurs écologiques, on a créé des structures pour les former, notamment Terre et Humanisme, qui intervient au plan international. Enfin, je rentre du Maroc où on est en train de bâtir un centre de formation, comme on l'a fait à Gorom Gorom au Burkina Faso, etc. Donc on essaye de propager les choses avec des outils et des moyens qui permettent finalement de propager toujours ces choses-là. Et pourquoi le jardin ? Pourquoi les choses ? Vous savez... Et pourquoi nous ? Alors, très souvent, quand je forme les gens, je peux leur dire, vous voyez, si vous voulez que vos graines poussent, il faut des conditions. Il faut bien sûr de la terre, il faut de l'eau, il faut de la chaleur. Ce sont les minimums. Après, si on reprend l'agroécologie, on détaillera un peu plus. Mais ne me demandez pas de vous dire pourquoi quand je mets une graine dans la terre, elle germe. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est les phénomènes de la vie qui sont dans le monde du subtil. Vous voyez ? Et ce monde du subtil, je crois qu'on a tellement matérialisé notre perception qu'on a oublié que beaucoup de choses sont de le subtil. C'est ce qu'on trouve en homéopathie. En homéopathie, vous prenez une substance, vous la diluez 100 fois, vous prenez une centième partie, vous la rediluez, etc. Et plus vous diluez, plus vous donnez de la force.
alors que la substance a disparu depuis déjà la 4e ou 5e. Et vous allez à 1000, 10 000, 5 000 centimètres. C'est ahurissant. Alors vous dites, comment se fait-il que cette substance qui a depuis longtemps disparu agit? Et là, vous rentrez dans le phénomène de la vie, c'est-à-dire qu'il y a, pour moi, au commencement, et le subtil. Et le subtil s'incarne dans la réalité tangible. C'est-à-dire qu'il se manifeste à travers la matière. Et vos idées sont comme des graines que vous semez à travers le monde, finalement. Alors, nous, on fait ce qu'on doit faire. Il y a quelques années, j'aurais été vaniteux de ce succès. Je ne le suis plus. Alors, la vanité, c'est quelque chose qui nous aide. On se gonfle un peu en disant, bon, voilà, comme je suis important, enfin bon, on connaît tout ça. Et puis finalement, tout devient relatif. Et ce succès m'enchante, non pas parce que ça rajoute 1 centimètre à ma taille, mais parce que les valeurs qui me sont chères, qui ont été véritablement ma raison d'exister sur cette planète, ces valeurs-là qui m'ont fait vivre pour que je puisse les faire vivre, sont pris en compte. Et l'enchantement d'avoir ce monde, ce sont des âmes réunies. Vous savez qu'on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles en 2002. Donc j'y suis allé en tremblant. Qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? Moi, me présenter à la présidence de la République, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc j'ai fait des insomnies, des machins. Et puis à un moment, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que ça nous permettrait d'avoir un espace dans lequel, enfin, on va discuter société. Et pas seulement politique, promesse contre suffrage, ce marchandage, promesse, démagogie contre suffrage, etc., m'incommode vraiment, vraiment. Parce qu'il faut arriver à un discours de vérité. Je n'accuse pas les personnes, elles sont ce qu'elles sont, elles sont sur leur chemin. Mais le mode politique n'est pas bon. Il n'est pas en phase avec les réalités du monde d'aujourd'hui. Voilà, pas du tout. Vous les rencontrez, les politiques, quelquefois? J'ai des amis qui sont, mais quand on s'est présenté aux élections, moi je me suis présenté en 2002, notre slogan c'était « Appel à l'insurrection des consciences ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une sociologie des consciences. Quelquefois, une personne peut être dans sa famille et être étrangère dans sa famille, parce que sa famille ne le comprend pas, ne la comprend pas, et elle cherche sa vraie âme sœur ou sa famille ailleurs, chez d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, il faut dépasser en quelque sorte nos appartenances qui nous ligotent à nos particularismes qui sont source d'antagonisme et de violence pour unir, pour aller vers une humanité unifiée. Elle ne peut s'unifier qu'à partir du moment où elle dépasse ce qui la retient prisonnière de son histoire pour dire nous sommes tous des êtres humains et tous ces êtres humains sont des âmes qui doivent se réunir et agir ensemble. Vous en parlez souvent dans votre livre, ce mal-être actuel vient de nos peurs finalement. Le chemin de la liberté, il passe par là, par se libérer de ces peurs. Est-ce que votre chemin vous a amené jusque-là? Est-ce que vous avez réussi à vous libérer de vos peurs? Non, j'ai encore des trouilles. Je ne suis pas complètement libéré. C'est rassurant. Oui. Simplement, on sait que dans le fonctionnement humain, vous savez, le mental, tout ça, c'est pourquoi il y a eu des disciplines pour essayer de discipliner le mental, quoi. C'est-à-dire qui nous fait des images, qui n'arrête pas de mouliner, etc., et qui nous crée quelquefois des fantasmes et des peurs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des peurs qui sont justifiées compte tenu de l'état du monde d'aujourd'hui, compte tenu des souffrances qu'il y a eu. On vient d'évoquer le génocide du Rwanda, c'est absolument épouvantable. Quand vous voyez ce qui s'est passé pendant la guerre de 14, où les paysans allemands et français se sont génocidés, quand vous voyez la dernière guerre, quand vous voyez vous ouvrez la radio et que vous voyez toutes ces violences dans le monde, avec toutes ces
comment voulez-vous être serein? C'est très difficile d'être serein. Mais vous dites vous-même à plusieurs reprises que la vie, c'est l'ombre et la lumière. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a comme une certaine bienveillance de la vie elle-même. Moi, je suis très admiratif de la nature. Pourquoi? Parce que je constate qu'elle nous fait que tout est dans la nature. Je veux dire, tout. Elle nous offre tout. De quoi nous nourrir, de quoi nous soigner, de quoi nous vêtir, de quoi... Tout. Elle nous offre tout ça. Et qu'on n'a pas encore compris que nous devons gratitude à cela. Et c'est pour ça que la question sur le phénomène humain, finalement, qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Si c'est pour s'entrégorger, si c'est pour s'entretuer, fabriquer des armes horribles et détruire la vie, je crois que c'est raté. Mais en plus, nous sommes les seuls à nous proclamer les meilleurs. Ce n'est pas le vote des girafes et des éléphants qui ont dit l'homme est les meilleurs. C'est nous-mêmes qui nous autoproclamons les meilleurs. En fait, on a une perception de nous-mêmes comme étant la cerise sur le gâteau. La drôle de cerise, hein, vraiment. Donc il y a quand même à rentrer en humilité et en réalité. Si nous avons une perception réaliste de ce que nous ne sommes pas intelligents. Si les extraterrestres nous étudient, nous examinent, comment voulez-vous qu'ils disent que nous sommes intelligents? Ils ont une planète magnifique, ils n'arrêtent pas de la détruire, ils ont tout ce qu'il faut, etc. Par contre, on a confondu nos aptitudes, qui sont grandes, alors on fait des miracles technologiques. Mais ces miracles technologiques ne donnent pas une société apaisée et intelligente. Au contraire, nous faisons des miracles technologiques dédiés à la mort et à la violence. Donc, ce qui veut dire que l'humanité a à s'interroger réellement sur sur son rôle. Elle a une conscience, elle a une émotion, elle a une capacité d'émotion, etc. Et c'est pour ça que je cite cette anecdote réelle souvent. Quand nous sommes installés sur notre ferme, nous étions évidemment très pauvres. On avait fait un emprunt, mais bon, on était vraiment très pauvres. Donc rien qu'acheter du carburant pour nous chauffer devenait un problème. Sauf que nous avions un peu de forêt. Voilà. Nous avions un peu de forêt, donc ça nous permettait d'aller couper du bois pour nous chauffer. Mais comme à l'époque, il faut se resituer en 61, donc c'est pas d'aujourd'hui. À l'époque, y avait-il des tronçonneuses? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. En tout cas, nous, c'était pas accessible à nous. Et alors, je devais couper le bois manuellement, comme ça. Et un jour, je suis sur un marché à côté d'une ville qui s'appelle Joyeuse, et j'entends dans la table à côté de nous quelqu'un qui dit « Je dois couper mon bois, je suis tout seul, et c'est dur, etc. » C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc je m'approche de lui, je lui dis « Monsieur, moi aussi, est-ce qu'on pourrait pas... Vous venez m'aider, je vais vous aider, et puis voilà. » Hop, le contrat est signé tout de suite. Et puis, je vais l'aider chez lui pendant une semaine, et il vient une semaine chez moi. Et donc, c'était l'automne, on était bien engagés dans l'automne. Et puis, on se met à couper le bois, mais avec des outils tout à fait... disons, conventionnel, la grande scie, vous savez, on se met de chaque côté, etc. Et puis, quand la journée s'achève, on a bien travaillé, la journée s'achève, et puis, elle est récompensée magnifiquement par un magnifique coucher de soleil. Le soleil, vraiment, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, cette paix qui nous pénètre, et ce soleil rouge qui descend à l'horizon au milieu de ce faste extraordinaire. Et sur ce panorama magnifique se découpait un arbre. C'était l'automne, il avait perdu ses feuilles, avait ses ramifications, il était à l'entrée de l'hiver. Et je regarde ce soleil qui descend à l'horizon, cet horizon absolument extraordinaire, et cet arbre qui vient ajouter une beauté extraordinaire, la vie, cette ramification de poumons magnifique, et le silence. Même les oiseaux se taisaient. Et je suis là en extase, silencieux. Mon ami était en train de ranger les outils, il me regarde et il se demande ce que je fais. Je le prends par la main et je lui dis « Regarde ». Il me dit « Il y a au moins 10 stères ».
Voilà. Voilà. Donc, ouais. Et ça, c'est significatif du fait qu'on a perdu de plus en plus le goût de la beauté, c'est-à-dire d'avoir la beauté comme un ingrédient important de notre psyché, de notre émotion, de notre... Et ça, on a perdu beaucoup. Et je pense que, si j'ai réfléchi à ce que l'homme peut faire pour la nature, c'est l'admirer. Et en l'admirant, il va la respecter. Et en la respectant, il va l'aimer. Et en l'aimant, il va se rendre compte qu'elle est importante pour lui et que c'est un don magnifique de cette oasis terre perdue dans un grand désert sidéral et astral. Et que on a beau braquer des télescopes pour savoir s'il existe de la vie ailleurs, on perd son temps avec tout ça, alors qu'il y aurait à faire quand même sur la Terre déjà pas mal de choses. Eh bien, je pense que tant que la conscience ne sera pas élevée au point de nous faire reconnaître que nous avons une chance inouïe de vivre sur ce miracle-là, je pense qu'on n'évoluera pas. Je vous cite encore: une indéfectible et opiniâtre espérance m'anime. On évolue dans cet entretien. Je voudrais qu'on évolue vers l'espérance, justement, vers vos raisons d'espérer. Quelles sont-elles? Je dois dire, c'est lié à notre humeur. Il y a des jours où je suis complètement en rogne, pas espérant du tout, en me disant mais qu'on crève tous et puis ça c'est fini. Et puis le lendemain, miracle, au contraire, il y a autre chose. Je pense que c'est très lié à notre humeur et tout ça est très relatif. Alors, ce qui me fait espérer, c'est que, et là je rentre dans quelque chose que j'avais déjà éprouvé en 2002 quand je me suis présenté aux élections présidentielles et qu'on a quand même collecté presque 200 signatures d'élus. C'était pas ridicule. Voilà. Nous, on s'attendait à quelques personnes qui auraient pitié de nous puisqu'on n'était pas portés par qui que ce soit, qui nous donneraient leur signature. Et puis quand même, près de 200 signatures, c'est pas rien, avec 40 conférences avec des salles aussi pleines qu'ici. Et on a instauré le débat, on a le débat public, on a mutualisé un peu nos initiatives. Donc ça a été extraordinaire sur des thématiques qui ne sont pas du tout les thématiques politiques, parce que je disais le féminin au cœur du changement, l'utopie constructive, changer d'éducation, bien sûr la nature, la terre et toutes ces choses-là, qui sont où l'être humain finalement reconstitue et constitue quelque chose qui donne une configuration et qui donne en quelque sorte une tonalité à la fois joyeuse et à la fois consciente, c'est une forme d'élévation de conscience. J'emploie rarement le mot prise de conscience parce que ça me rappelle l'électricité. C'est comme s'il y avait de la conscience qui circulait, qui avait qu'à se brancher pour être conscient. Non, c'est l'élévation de la conscience, c'est-à-dire celle qui nous demande effort. Et qu'est-ce qui demande effort? Quand vous gravissez une montagne, vous gravissez la montagne et l'intelligibilité du paysage augmente au fur et à mesure que vous montez. Et c'est-à-dire la perception juste des choses augmente avec l'élévation de la conscience, à condition que cette conscience, évidemment, soit déterminée par un critère de bien. Vous voyez? Et alors déjà, à ce moment-là, on était stupéfait de voir qu'il y avait tant de gens qui partageaient nos utopies. Déjà. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que je circule, que je donne des conférences, je m'aperçois de quoi? Qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont créatifs, qui créent. Dans leur petit coin, sans bruit, mais ils font des choses, ils font des options. Ils veulent que leurs enfants soient éduqués autrement, ils veulent se nourrir autrement, ils veulent cultiver autrement, ils veulent se cultiver autrement, etc. Ils réfléchissent à l'histoire de l'énergie, etc. Et donc là, ce qui est
et depuis 2002, ça n'a fait que croître et embellir parce que là, la crise a exacerbé ce mode de pensée, ce mode de recherche. L'insécurité a dopé, en quelque sorte, cette capacité des individus, femmes et hommes, à imaginer le futur sur d'autres critères que les critères actuels, qui sont où on met finalement l'humain et la nature au cœur, et non pas le profit au cœur. Alors là, je peux vous dire que la société civile est un immense laboratoire où il y a une forme de gestation qui prépare le futur. La politique, à mon sens, fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle qui est déjà moribond, s'il n'est pas mort. Et puis la société civile imagine, crée, c'est-à-dire qu'il y a un sursaut de l'imagination des citoyens qui s'élargit de plus en plus dans une quête de liberté, dans une quête d'autonomie, dans une quête souvent de fraternité. Ça ne veut pas dire que, non plus qu'il suffit d'avoir des alternatives pour que tout aille bien. Voilà, on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Donc il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que les alternatives vont changer la société. La société ne pourra changer que si vraiment nous comprenons que la société telle qu'elle est, c'est nous qui l'avons créée telle qu'elle est. C'est l'humain qui l'a faite telle qu'elle est. Et c'est l'humain qui peut la changer. Mais l'humain qui peut la changer, ça veut dire que ça nous ramène à dire, mais finalement, tout le travail que nous avons à faire aujourd'hui, c'est est-ce que je peux faire un travail sur mon propre changement? Et sans mon changement personnel, je ne peux pas revendiquer quoi que ce soit si je ne me prends pas en tant qu'élément déterminant dans le changement de l'histoire, dans le changement de la société. Et c'est pour ça que nous sommes ramenés à dire, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour me changer, être avec plus de bienveillance, plus d'affection, plus de valeurs constructives, afin d'influer sur le changement du monde. Donc attention à croire que parce que c'est bio, parce que on est en train de changer le monde, j'y crois pas. Voilà. Comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez être dans le monde. Oui. Alors, c'est toujours cette phrase, elle peut être aussi interprétée, j'y souscris pas d'emblée, parce que tout homme peut être manipulé à changer, mais il faut aussi s'assurer que le changement est positif et que c'est pas n'importe quel changement. Quand on a endoctriné des nazis, ils étaient dans la certitude absolue qu'ils étaient dans le changement et que c'était quelque chose de positif. Donc le changement doit être contrôlé en quelque sorte par le fait que est-ce que je suis dans une posture réellement constructive avec cette énergie extraordinaire qu'on appelle l'amour, parce qu'il n'y a pas plus grande énergie que ça, à condition que cet amour ne soit pas manipulé, trafiqué par nos limites humaines. Donc à partir de là, on comprend mieux ce qu'il est nécessaire de faire pour arriver à être dans cette cohérence. Mais pour autant, je ne veux surtout pas être entendu comme celui qui aurait abouti à moi-même, je suis en chemin. Et quand je dis... Vous ne voulez pas être un gourou, surtout pas. Absolument pas. Non, je ne veux absolument pas. Je suis trop respectueux de l'être humain pour lui dire voilà la vérité. Et si ce que je dis est contesté, je l'accepte tout à fait. Et par la contestation, ça peut m'amener à mieux comprendre encore. Mais en aucun cas, dire voilà la vérité, voilà les gens qui viennent s'accroupir devant des gourous, je n'aime pas ça. Voilà, enfin ça, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais personnellement, je ne crois pas que je crois que la seule vérité que l'on peut construire, c'est celle que l'on trouve par soi-même, à l'intérieur de soi-même. On peut être aidé par des gens moi, c'est pour ça que tout le monde sait que je suis un adepte. Il serait même fâché, vous voyez, j'ai dit un mot qu'il n'accepterait pas de Krishnamurti. Il ne veut pas d'adepte, Krishnamurti, pas du tout. Mais par contre, il a cette approche extraordinaire qu'on appelle la maïeutique, socratique, qui dit « regarde en toi ». Si quelque chose, tu ne l'as pas découvert en toi,
si je te le dis, ne l'accepte pas. Par contre, si tu le ressens comme vrai, comme juste, à ce moment-là, c'est toi qui est ton maître et c'est toi qui es ton disciple. Et personne ne doit être le maître de qui que ce soit. Voilà, moi c'est ma posture. Elle est, voilà. Vous dites dans ce livre aussi que Krishnamurti vous a sauvé, vous a aidé à un moment de grande difficulté, de grande déprime, il y a quelques années. C'était dans une circonstance un peu particulière. Quand nous nous sommes installés à la terre, évidemment, on ne chômait pas parce qu'une ferme à remettre en état, à bâtir, à restaurer, les terres à mettre en route, la construction l'édification d'un troupeau de chèvres, etc. Arriver à tenir la tête hors de l'eau parce qu'on n'était absolument pas assuré de pouvoir survivre compte tenu de la difficulté. Et puis voilà que grâce à ses efforts, avec Michel, son courage absolument extraordinaire et tout ça, on est arrivé donc enfin à élever nos enfants, à vivre de notre ferme. Vos 5 enfants. Et 5 enfants. Et puis à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est comme s'il y avait eu quelque chose en moi qui n'avait pas été réglé et qui s'était mis de côté en attendant d'avoir le temps de le régler. Et il est survenu, j'avais, je pense, 42, 43 ans. Et c'était le désespoir un peu. C'est-à-dire, et pourtant, il y avait tout lieu de se réjouir puisqu'on avait réussi. C'était ça, il y avait un paradoxe. Et quelque chose n'était pas résolu en moi. Bon, chacun de nous peut avoir ça. Moi, j'ai un itinéraire quand même contrasté qui est douloureux, qui a fait que j'ai accumulé beaucoup de choses difficiles. Et je ne les avais peut-être pas résolues, je les avais mis sous le... Elles ont émergé. Et du coup, j'avais lu des philosophes, etc., je ne trouvais aucune réponse. Et c'est quand j'ai croisé par les ouvrages, j'avais lu un ouvrage extraordinaire de Krishnamurti qui s'appelle « L'éveil de l'intelligence », où il y a même des dialogues avec des scientifiques de très haut niveau. Des scientifiques de très haut niveau qui dialoguaient avec quelqu'un qui était plutôt dans la voie spirituelle. Et quand on voit Krishnamurti et David Bohm dialoguer, l'un partant de ce qu'on peut rappeler la phénoménologie, hein, la physique quantique et toutes ces choses-là, et d'autres parlant de l'être humain dans sa spécificité, comment l'être humain est construit, comment il évolue, quelle est sa structure intérieure, sa structure affective, sa structure mentale, sa structure spirituelle, et que finalement, petit à petit, on arrive à décrypter qu'est-ce qui fait que nous, êtres humains, nous sommes quelque part bloqués parce que on a d'abord un héritage. Hein. Quand nous naissons déjà avec un héritage. Il est bon, moins bon, enfin, ça c'est selon les situations. Et puis là, dans cette lecture-là, je suis rentré dans ce processus d'analyse, d'auto-analyse, c'est-à-dire on avance et on est comme on épluche un oignon, une peau après l'autre, et on va au cœur des choses. Et ça m'a fait un bien absolument extraordinaire parce que ça m'a obligé finalement à retourner, à essayer d'approfondir les choses qui étaient superficielles et en même temps à découvrir les mécanismes subtils, intérieurs, presque subliminaux que nous avons tous en nous, mais la plupart du temps, soit nous cherchons le bouc émissaire, soit nous sommes en quête de quelqu'un qui doit nous sauver, qui doit nous materner, nous prendre en charge, etc. Alors qu'en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est débrouille-toi, voilà, par toi-même, voilà. Et c'était ça qui m'a donné cette énergie où on ne s'accroche plus à une bouée, à aucune bouée, pour se lancer dans cette aventure intérieure qui nous amène petit à petit à nous clarifier à nous-mêmes. Voilà, c'est pour ça que depuis, je suis devenu un inconditionnel de Krishnamurti. Quand vous écrivez qu'il faut incarner l'utopie, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parlez-nous de l'utopie.
Ben, l'utopie, c'est quelque chose qui a figuré justement dans notre programme politique, incarner l'utopie. Voilà, comme la sobriété heureuse, comme le féminin au cœur du changement, etc. Jamais l'humanité n'aurait évolué sans utopie. Or, quand on dit que de quelqu'un qui est utopiste, ça sonne irréaliste, chimérique. Alors qu'en fait, c'est l'utopie qui fait évoluer. Qu'est-ce que c'est que pour moi l'utopie? C'est-à-dire que soit je me conforme absolument à ce qu'on m'a dit, à ce qu'on m'a enseigné, je reste bloqué en disant c'est ça la vérité. Soit ben, j'ai un regard personnel, je dis mais non, moi je ne vois pas les choses comme ça, je vois les choses autrement. Et alors on va vous dire mais vous êtes fous, parce qu'on sort de la norme, parce qu'on n'est plus dans la société crée des normes, et ces normes deviennent intangibles, deviennent des credos, des préceptes. L'humanité fonctionne à coup de préceptes, à coup de credo, à coup de dogmes, etc. Et c'est pour ça qu'on est prisonnier de tout ça. Et soit on dit je ne bouge pas, soit je dis ben non, je transgresse. Mais en transgressant, c'est pas faire du mal à qui que ce soit. Moi, je vois pas tout à fait les choses comme ça. Je les vois autrement. Et il y a quelque chose qui outrepasse la raison et qui s'impose à nous, une utopie. Et on vous dit vous êtes utopiste. Mais en fait, quand on me dit vous êtes un utopiste, je dis merci. Parce que sans utopie, j'en serais pas où j'en suis. Si j'avais été docile dans mon itinéraire en disant, et je me donne pas comme exemple, hein, si j'avais été totalement docile dans mon itinéraire, on m'a dit, voilà, vous faites ça, j'ai commencé par travailler dans la banque, mes chiffres étaient tout le temps faux d'ailleurs, mais enfin, ça c'est une autre affaire. Et puis la banque, c'était pas du tout mon milieu, c'était le directeur de l'agence du crédit, pas du crédit agricole, de la Société Générale d'Oran, en Algérie, qui m'avait pris sous son aile parce qu'il était catholique et que moi je venais de me convertir au catholicisme et voir un échantillon d'un indigène devenu catholique, il n'y en a pas beaucoup. Donc il s'est dit, celui-là, c'est quand même le seul, on va essayer de l'aider, quoi. Alors il m'a aidé à rentrer à la banque. Voilà. Et on devait se saper d'ailleurs, enfin ça c'est une petite anecdote, c'est qu'on devait être bien habillé. Et un jour, donc avec la cravate, et tous les matins, je mettais ma cravate en sifflotant, en faisant autre chose. Puis un jour, je me suis dit, mais la cravate, c'est comme un nœud coulant. Ah, je suis en train de me pendre là, c'est pas possible. Et je me suis dit, pourquoi cet ornement qui consiste à se mettre un truc autour du cou et ça m'a vraiment, ça a été fulgurant. C'est symbolique de la société. Et en même temps, je donnais une laisse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi, inconsciemment, on a choisi un ornement qui, en fait, représente la strangulation? Vous voyez? Et à partir de là, je me suis dit, bah, ça représente véritablement quelque chose qui est dans l'ordre de l'inconscient, mais qui n'en est pas moins significatif d'une réalité. C'est-à-dire, d'ailleurs, beaucoup de gens se débarrassent de leur cravate parce que, enfin, je respire, etc. Bon. Mais pourquoi diable se mettre une cravate? Enfin, j'accuse personne. Hein. Il n'y en a pas beaucoup ce soir. Non, mais je ne veux pas non plus être désobligeant par rapport, s'il y a des gens qui portent des cravates, moi je n'ai rien contre. C'est devenu l'uniforme. Alors, après, c'est rentré dans une espèce de rituel qui, oui, effectivement, comme une espèce d'ornement qui est significatif du sérieux, du temps, voilà, etc. Alors, à tort ou à raison, ça a été pour moi quelque chose qui a été extrêmement significatif. Donc, du coup, je ne sais plus d'où on était parti, là. C'était la cravate. Je viens de prélivrer la cravate, mais je ne me rappelle plus de la question non plus. Je vais demander au public. Écoutez,
on arrive tout doucement vers la fin, mais je ne sais pas si je dois... on a demandé ce matin aux personnes qui sont venues retirer leur place de vous préparer des petites questions, parce qu'en fait, oui, normalement, le public pose des questions, il y a un échange, mais vous voyez, là, nous sommes trop nombreux, il y a plus de 800 personnes ici, 500 à côté, c'est difficile à gérer pour nous. Et j'ai lu aussi dans votre livre que vous adorez regarder des émissions un peu débiles à la télévision pour vous vider la tête. C'est vrai? Alors on va faire un jeu débile. Vous savez tout. Moi, tous les. J'ai lu. Nous avons effectivement la télévision. Au moment où est-ce qu'on la voulait, on ne la voulait pas. Puis finalement, je me suis dit, mais acheter la télévision, mais c'est surtout pas, bon, je regarde les informations, mais c'est surtout pas pour me replonger dans les problèmes du monde. Je veux absolument me distraire et point final. J'aime beaucoup Colombo, j'aime bien toutes ces choses-là. Et donc, quand je mets devant ma télé, c'est vraiment le rideau, parce que je suis dans le sérieux, dans le sérieux, dans le sérieux. Et là, je me mets, effectivement, il y a des films que je regarde, mes enfants me regardent et disent « Tu regardes ça ?» Je dis « C'est... » C'est complètement débile. Ah ben, des trucs de troisième série, voilà. Oui, et à la fois, c'est pas pour autant que je n'aime pas regarder des choses de qualité. Mais malheureusement, on n'en trouve pas beaucoup. C'est plus fait des... Voilà. Alors, c'est un peu les deux. Et puis, je vais vous faire une confidence, vous le direz à personne. Comptez sur moi. Je lis Bibi Frécotin. Et je me régale avec Bibi Frécotin. Je ressens vraiment le besoin de garder aussi ce côté un peu... Je ne le fais pas exprès, j'ai besoin de cette dimension presque enfantine, parce que sinon on se prend au sérieux et on est tout le temps dans le sérieux, et je trouve que c'est fatigant. Voilà. Je regarde les questions qui sont très sérieuses, en fait. Oh là là, c'est très sérieux tout ça, mon Dieu. Ne vous privez pas de sérieux. Allez, je vous laisse tirer. On va faire un jeu débile. Hein, mais je vous la laisse lire parce que ça m'évite de sortir mes lunettes. Alors, y a-t-il un de vos arguments qui fait mouche systématiquement face à des écolo-sceptiques? Je vais d'abord comprendre la question. L'argument? Oui. Bah, vous savez, le problème de l'écologie, c'est qu'en fait, c'est l'évidence même. C'est-à-dire que c'est les lois de la vie auxquelles nous devons la vie. L'écologie, c'est pour ça qu'il y a une défaillance aujourd'hui, c'est de faire de l'écologie de la politique. Alors que c'est la politique fondamentale qui concerne l'ensemble du genre humain, l'ensemble des créatures, parce qu'il n'y a pas que les êtres humains, il y a aussi des créatures qu'on est en train de massacrer, comme les éléphants, comme tout ça. On n'a pas le droit de le faire. Voilà. Et qui concerne la vie. Dans la vie, elle a aussi un caractère sacré. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose... Je rejoins un peu ce caractère sacré, notamment qu'on trouve... Je suis très relié, par exemple, à l'esprit Peau-Rouge, vous voyez, parce qu'eux, ils ont une perception directe de... Je ne sais pas si vous connaissez ce magnifique texte de Seattle. On le garde pour la fin. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon. Donc l'écologie, bah, ça devrait être une problématique universelle. Elle est universelle. Ça concerne absolument tout le monde. Ce qui se passe dans l'atmosphère concerne tout le monde. Ce qui se passe sur Terre concerne tout le monde. Donc pourquoi diable l'écologie n'est pas mise en premier, en élément fondamental, puisque c'est à cela que nous devrons la vie. Si la Terre est détruite, si tout est détruit, je crois que tout le reste de l'histoire n'a plus de possibilité de se poursuivre. Et l'écologie devrait avoir la priorité des priorités.
Alors, une autre question. Je vous laisse les tirer au sort parce que voilà, je voudrais que les quelques personnes qui ont écrit des questions ne se sentent pas lésées. Ou que... Alors, là. Quelle action développez-vous auprès des agriculteurs conventionnels? Il n'y a pas d'action particulière. En fait, je ne les incrimine pas, je ne leur fais pas de procès. Je pense que j'en ai connu, mais qui... en fait, moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une espèce d'entourloupe à l'égard de la... on a détruit le paysan pour avoir l'exploitant agricole, voire l'industriel de la terre. Et je pense que beaucoup ont cru qu'effectivement, c'était par là qu'il fallait passer. Mais c'est relié aussi, alors si on prend l'élément psychique des choses, vous savez que le paysan a été toujours, depuis longtemps, et moi je me réclame comme paysan, c'est-à-dire que c'est lui qui embrasse le pays, il y a une étreinte avec la vie, avec la nature, et c'est pour ça que je m'honore, enfin je suis honoré d'être paysan. Mais le paysan, vous savez, il a été toujours considéré comme dernier des derniers dans l'évolution actuelle. Et ce paysan, il y a eu comme une blessure un petit peu collective. Et je l'ai vu, moi, quand je suis arrivé dans le pays et que j'allais voir mes voisins paysans pour leur demander « Oh, mais vous en savez bien plus que nous ». Je leur dis « Mais non, je ne sais pas. Apprenez-moi. Je ne sais pas. » Mon voisin, M. Rivière, chaque fois que j'avais un problème, je courais vers lui dire que j'ai un truc, qu'est-ce que je fais, etc. Et lui, il considérait que parce que j'étais instruit, lui, il était ignorant. Mais non, il avait aussi son savoir, etc. Donc il ne faut jamais oublier l'humiliation du paysan. Et aujourd'hui, et ça continue. Guerre de 14, génocide paysan. On n'appelle pas ça un génocide, on appelle ça une guerre, alors que c'est un vrai génocide. Les paysans allemands et français se sont génocidés pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Alors arrêtons cette histoire terrible. Et on les a tellement conditionnés qu'ils partaient la fleur au fusil à les zigouiller les autres. Et on leur a mis dans la psyché quelque chose de terrible. Ensuite, ça a été les gens qui ont été amenés dans l'industrie à faire le travail. Vous connaissez ils ont fait démarrer en quelque sorte l'industrie par leur travail, etc. Donc et tout le temps, le paysan, c'est l'attardé, c'est le pauvre type, etc. Bon. Donc du coup, on est arrivé à une situation dans laquelle j'ai rencontré des paysans. Sauf que ce paysan, quand il y a une guerre, tout le monde se souvient qu'il a un cousin à la campagne. Tout le monde. Ce pauvre type qui n'a pas réussi, et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est lui qui tient la vie. Voilà. Et c'est pour ça que le paysan est noble. Seulement, l'exploitant agricole, il est dévoyé, en quelque sorte, de ce magistère qui était celui du paysan. Certes, les paysans n'étaient pas tous des saints, ils n'étaient pas tous comme moi. C'est pas possible. Bon. Mais voilà, ils étaient ce qu'ils étaient, et c'est dramatique de voir aujourd'hui que cette paysannerie a disparu. Mais ce qui donne de l'espoir, c'est qu'il y a un renouveau. Moi, je vois beaucoup de jeunes maintenant, et comme une espèce de renouveau, c'est-à-dire qu'un désir de terre. Un désir de terre, je peux témoigner qu'il y en a énormément. Nous avons créé une structure qui forme les gens qui veulent retourner à la terre, à l'agriculture écologique, etc. Mais il y a un problème qu'il faudra bien un jour solutionner, c'est l'accès à la terre. L'accès à la terre est difficile. C'est pour ça que j'aimerais bien que les municipalités prennent en compte cette problématique et peut-être refaire une autre politique foncière où au moins les gens qui ont démontré par leur et j'en connais, qui ont appris, qui ont pris les choses au sérieux. Quelquefois, il y a des gens qui ont abandonné même une situation lucrative dans le conventionnel pour devenir des paysans. Nos premiers stagiaires étaient cela, les premiers stagiaires, ils étaient tous les deux de l'observatoire de Meudon. Ils avaient un très bon poste, et ils ont quitté tout ça parce qu'ils ne sentaient pas voilà, ils ne le sentaient pas. Alors, je peux parfaitement comprendre que, et ce n'est pas pour autant que je dénigre en quelque sorte les gens qui travaillent dans les entreprises.
Mais aujourd'hui, il y a vraiment à réfléchir sur le rapport entre campagne et ville, parce que je pense que, j'espère me tromper, mais on va être dans une impasse extrêmement grave entre des villes surpeuplées et des campagnes désertifiées. Et si la politique était éclairée, il faudrait dès maintenant commencer à avoir une politique du rural et commencer à appuyer au moins ceux qui ont ce désir de retourner à la terre, de travailler la terre, qu'ils puissent jouir quand même d'un appui de la part des gouvernements par anticipation sur ce qui sera nécessaire demain, mais qui peut devenir un énorme problème. C'est-à-dire que soit aujourd'hui on anticipe sur le devenir, et ça peut se faire dans une espèce de paix, de tranquillité, et avec une rationalité, disons, qui éviterait les drames, soit nous continuons à fonctionner comme ça, et ça peut amener des explosions terribles. Parce que je crois que ce confinement urbain de plus en plus fort risque de poser problème. Il y a des gens très sérieux qui ont parlé, qui ont essayé d'évaluer comment les villes sont alimentées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va chercher la nourriture à des milliers de kilomètres. Alors qu'en fait, dans les périphéries des villes, il pourrait s'organiser une ceinture nourricière des villes. Vous voyez ? Et même certains tentent même à l'intérieur des villes de faire quelque chose. Et certains ont dit que si les camions cessaient de transporter pendant une petite semaine, une ville comme Paris serait en pénurie alimentaire. Voyez. Donc tout ça devrait nous éclairer sur quelle politique nous devons mettre en route par anticipation. Mais malheureusement, la politique, c'est, comme on dit, le nez dans le guidon, pas de vision, il n'y a rien. Il y a simplement le management et la gestion au jour le jour, et sans cet aspect prophétique que doit avoir un politique, c'est-à-dire qu'il va se projeter sur le devenir et il va appliquer dès maintenant la politique qui sera nécessaire demain. Vous parlez de politique, ça me rappelle Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, qui prône l'agroécologie, c'est-à-dire vos idées, donc, et celles des groupes que vous avez inspirés. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous donne de l'espoir, que vos idées soient enfin entendues au plus haut niveau de l'État ? Non, pas forcément, parce que l'agroécologie, c'est pas simplement faire de la bouffe bio. C'est bien autre chose. C'est toute une politique. D'abord, l'agroécologie, quand j'ai travaillé au Sahel, beaucoup dans les zones difficiles, dans les zones où les humains sont comme sur qui sont dans une situation en voie de désertification, dans des lieux en voie de désertification. Il y a de leur responsabilité, prélèvement excessif de bois, brûlage, troupeaux excessifs, etc. Donc il y a de la responsabilité humaine, mais il y a aussi des déclenchements en quelque sorte de processus écologiques, météorologiques difficiles, sécheresse. On se souvient de ces sécheresses épouvantables qu'il y a eu au Sahel, où on voyait à perte de vue les troupeaux morts, les gens affamés, etc. Ça a été un cataclysme extraordinaire, enfin terrible. Et nous sommes intervenus dans ces milieux-là pour dire, voilà, quelles sont les solutions. C'est l'agroécologie. Et on a donc travaillé avec mon ami Maurice Freund, qui était à la tête du Point Mulhouse, etc. Et on a collaboré, on a créé le premier centre de formation à l'agroécologie à Gorom, au nord du Burkina, dans les zones évidemment les plus difficiles. Parce qu'on a voulu démontrer que l'agroécologie répondait, justement, était la meilleure réponse en toutes circonstances. Et ce centre a été créé, nous avons formé des gens. J'ai écrit un livre, pour ceux que ça intéresse, que j'ai intitulé L'offrande au crépuscule et que j'ai dédié aux femmes, parce que j'ai vu dans ces circonstances-là le courage extraordinaire des femmes dans cette précarité. Ce livre a été primé par le ministère de l'Agriculture. Je ne m'y attendais absolument pas, parce qu'on était complètement à l'opposé, disons, de la politique.
Et alors quand vous dites qu'aujourd'hui un ministre prône effectivement l'agroécologie, il y a pas mal d'institutions qui le prônent, mais à la condition de vérifier de quoi s'agit-il. Si l'agroécologie c'est simplement une substitution à l'agronomie moderne, je dis danger. Par contre, si c'est quelque chose qui nous intègre, comme moi je pratique l'agroécologie, alors dans ces zones il fallait reboiser, il fallait lutter contre l'érosion, etc. Mais au-delà, on a l'impression d'une collaboration avec la vie. Et dans cette collaboration avec la vie, évidemment, on peut retomber dans les outrances. C'est la raison pour laquelle je parlais de sobriété. Pourquoi? La sobriété heureuse, dans le sens où si les choses s'exercent encore sur le modèle de la croissance économique indéfinie, eh bien, on va échouer. On va échouer. Pour moi, l'agroécologie, c'est presque une ascèse, c'est-à-dire c'est quelque chose qui m'a aidé à comprendre les phénomènes de la vie, qui m'a aidé à comprendre que je devais être dans la modération, la modestie, qui m'a aidé à me réjouir vraiment de la terre et à régénérer la terre, et qui m'a aidé à avoir un rapport social épanoui avec mes amis, donc c'est tout ça pour moi l'agroécologie. Et c'est pas seulement cultiver la terre, c'est se cultiver aussi. Parce que si on n'est qu'acteur extérieur des choses, moi ce qui m'a aidé avec ça, c'est aussi que ça me renvoyait à moi-même, et donc ça m'a amené à une forme de transformation. Et les produits de l'agroécologie, ne vous inquiétez pas, la grande distribution s'en occupe. Le jour où ça rapportera, ne vous inquiétez pas, ça sera repris et c'est en train d'être repris. Et là, on aura échoué, parce que l'idée, c'est pas de faire des choses aussi belles, aussi précieuses, pour que ça rentre dans la vulgarité du lucre, et dans la vulgarité de cette insatiabilité humaine d'argent et autres, mais pour aider à l'évolution globale de l'humanité par une perception élégante de la vie, et par une perception reconnaissante de la vie, et par une perception attentionnée de la vie. Si on n'a pas ça, pour moi, ce n'est pas l'agroécologie. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on continue des questions au hasard, comme ça? On a encore un petit moment? Je sais pas. On a commencé en retard, donc on va... C'est vous la patronne, pour le moment, moi. Bon, alors écoutez, voilà, je vous laisse choisir une question. Celle qui vient en premier. Voilà, celle qui vient en premier. Ah, faut que je prenne le micro aussi. Oh là là. Comment organiser la convergence entre tous les mouvements qui partagent cette vision de la vie pour s'orienter vers une mondialisation humaine? Bon. Vous voulez répondre? Bonne question. Oui. C'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est en plein dans nos préoccupations actuelles. Ouais. C'est-à-dire que nous voyons des initiatives partout, de gens qui inventent des choses. Et ça serait comment faire que toutes ces mini-initiatives, plus ou moins grandes ou plus ou moins, puissent un jour constituer et être sous le chapeau d'une seule et même question, changer la société. Et comment changer la société? Par l'innovation humaine et cette innovation sensible des êtres humains qui veulent que les choses soient différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une densité assez importante d'initiatives très intéressantes pour que ça puisse devenir phénomène social et que ça soit mis, non pas comme je le disais au début, comme phénomène marginal, mais comme phénomène au cœur du questionnement de la société d'aujourd'hui, et donc comme phénomène politique, non politicien. Il faut qu'on aboutisse à ça. En conclusion, on est obligé d'aller vers la fin là, de cet entretien. En quelques mots, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux enfants d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez dit à vos enfants et qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes qui sont là, qui vous écoutent?
Je suis d'abord très honoré de voir autant de jeunes. Ça me touche énormément parce que je sais que le contexte d'aujourd'hui est très difficile et que la projection vers le futur devient extrêmement trouble et difficile, compte tenu que le modèle de société est en train de se dégrader. Il ne peut plus faire les promesses qu'il a fait pendant les 30 glorieuses, etc. Donc on est dans une, je n'appellerai pas ça une impasse, je préfère appeler ça une transition. Voilà. Dans cette transition, il y a justement toutes ces initiatives, et puis il faut que les jeunes gardent le courage, se rassemblent, créent des synergies pour arriver à anticiper sur le futur. J'ai rencontré des jeunes qui me disaient « À quoi bon faire des études si c'est pour aller au chômage ? À quoi ça me sert ? Je vais faire des études, mais ce sera le chômage qui va m'attendre. » Donc, c'est pas faux ce qu'ils disent. C'est parce que cette menace-là, elle est là qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc, c'est la nécessité pour cette jeunesse, évidemment, appuyée par ceux qui peuvent l'accompagner, l'aider, lui transmettre, et d'envisager le futur sous une autre perception, une autre vision. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de évidemment l'humain et la nature au cœur, et sortir de cette idéologie que je considère comme complètement imbécile, qui est celle de la croissance indéfinie. La croissance indéfinie, c'est le grand problème. C'est pour la croissance qu'on détruit les forêts, qu'on épuise, qu'on fiche les gens dehors, qu'on détruit l'humain, qu'on détruit la nature. Tout ça, c'est pour de la croissance. Pourquoi ? Parce que la croissance est devenue simplement croissance strictement monétaire. Croissance, et on n'arrête pas d'agiter ce hocher pour faire croire que c'est par la croissance qu'on arrivera à résoudre les problèmes. Non. Par la croissance, on va au contraire aggraver le problème et détruire encore plus cette pauvre planète, en même temps que reléguer, en même temps que mettre dehors les gens. Un chef d'entreprise, dans la logique, c'est légitime. Il dit, moi, si je veux augmenter mon profit, je dois mettre les gens à la porte. Eh bien, on met de plus en plus de gens à la porte. Et tout ça pourquoi ? Pour la croissance. Et on invoque la croissance en disant, c'est la croissance qui va rétablir les choses, alors on est on est en quelque sorte dans la politique du pompier pyromane. Voyez ? Et cette politique du pompier pyromane, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la politique. Et donc ça peut très très mal finir. Donc voilà, je pense qu'il y a une vision différente à construire qui soit basée sur la désaliénation de l'individu. L'individu, quand on fait un travail qui nous accomplit, ce travail, on n'est pas aliéné, mais quand on fait un travail qui est simplement parce qu'il faut manger, eh bien on est aliéné. Donc il faut sortir de cela, et moi je pense que ça ne peut se faire que dans une perception et une orientation, une vision différente qui inclut évidemment la nature comme facteur décisif, et là il y a un bel avenir à construire. Et puis peut-être dire aux jeunes, voilà, n'ayez pas peur, mais leur donner des objectifs peut-être simples. Moi je voudrais que vous rappeliez cette légende du colibri. Beaucoup de personnes ici la connaissent, mais tout simplement faire sa part. Oui. Voilà, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas changer la société, changer le monde, mais faire sa part, c'est déjà bien un pas après l'autre. Et c'est ce que nous enseigne la légende du colibri. Je voudrais que vous la rappeliez. Alors, la légende du colibri, j'ai été saisi quand je l'ai lue. C'est une légende amérindienne qui dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, enfin déprimés, ils ne savaient pas que faire devant le désastre. Et dans ce désastre, il y a le colibri, un tout petit oiseau, qui lui va, semble pas se décourager, il va prendre une goutte d'eau dans son bec et la jette sur le feu et il s'active. Et puis le tatou est en train de l'observer depuis un bon moment, il lui dit « Colibri, tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà. Et moi j'ai trouvé ça splendide. Voilà.
peut-être la phrase qu'on va emporter ce soir avec nous, faire sa part. Pour terminer, Pierre Rabhi, je sais que tout le monde va être frustré parce qu'on passerait des heures et des heures à vous écouter, mais il faut terminer, il faut conclure. Justement, j'ai lu aussi dans votre livre que vous aviez affiché dans votre chambre un texte du grand chef Seattle. Parlez-nous de ce texte et surtout, je voudrais pour conclure que vous nous lisiez un extrait de ce texte. D'une façon générale, bien que j'ai à la fois mon africanité, mais j'ai une affinité avec le monde indien. Je ne parle pas du monde indien civilisé, aztèque, c'est pas ça, c'est ce qu'on appelle les hommes premiers, comme les Sioux, comme ces gens-là. D'ailleurs, on est engagé dans quelques actions pour soutenir certains d'eux, et j'ai toujours trouvé leur cosmogonie lumineuse, c'est-à-dire belle et lumineuse, et juste. Et quand Seattle vous dit que la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons, enfin c'est ce qui est dans le texte comme ça, j'ai trouvé que c'était tellement lumineux que c'était l'écologie, vraiment la perle de l'écologie. Et c'est pour ça que je l'ai, et la perle, disons, de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. C'est pas la spiritualité, cette spiritualité encombrée de formules, de choses qui l'alourdissent et qui la rendent parfois insipide. C'est une spiritualité extrêmement légère, c'est-à-dire reconnaître la beauté de la vie, exalter la beauté de la vie, dire rien ne nous appartient, nous sommes heureux de recevoir et être dans la gratitude de ce qui nous est donné et ce qui nous permet d'être joyeux profondément. Parce que la joie, c'est le bien suprême. Aucun milliardaire ne peut s'acheter de la joie. Il peut s'acheter tout ce qu'on veut, des yachts, des avions privés, des machins, des trucs. Ça, oui. Mais la joie, on la trouve quelquefois chez des gens très simples, qui n'ont 3 fois rien. Et elle est absente chez celui qui a théoriquement tout pour être heureux. Parce qu'on vous dit tout pour être heureux. Voilà. Et alors, c'est pour ça que, pour moi, ces cosmologies et ces cosmogonies peau-rouge, il y en a aussi, africaines, qui sont des hommes qu'on dit premiers, qui, eux, n'étaient pas intellectuellement encombrés. Ils étaient dans une sensibilité directe. Tiens, la terre me donne à manger, donc je la respecte. Les arbres me permettent de me chauffer, de fabriquer... La terre permet de fabriquer ma maison, le bois me permet ceci, les animaux, etc. Et donc cette logique, disons, d'une gratitude intégrée à la vie, rien ne m'est dû, et tout ce qui m'est donné n'est que grâce. C'est formidable. Cadeau. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je me suis un peu entiché j'ai lu tout ce que j'ai pu sur les cosmogonies, à travers l'anthropologie, les cosmologies aussi, et j'ai trouvé qu'il y avait eu dans l'humanité quelque chose de très précieux, simple, comme du diamant, et mieux que du diamant, parce que le diamant, ça ne se mange pas, je crois. Non. Et puis qui était véritablement la perception la plus fine, la plus élégante et la plus subtile qu'un être humain puisse, dans son rapport à la nature, ce rapport aux autres. Ça ne veut pas dire que c'était des saints. Ils se massacraient aussi entre eux, enfin, il y avait des tas de problèmes, c'est pas non plus idéalisé au point d'aller vers des extrêmes. Mais néanmoins, il y avait quelque chose de fondamental qui, moi, m'a beaucoup touché et qui a été, en fait, quelque chose qui m'a apaisé et que j'ai adopté comme étant ma posture spirituelle. En tout cas, de la gratitude, nous en avons beaucoup pour vous et de la joie aussi. Vous l'avez partagé avec nous ce soir. Si ça a été le cas, j'en suis ravi. Est-ce que vous avez besoin de lunettes pour lire cet extrait? En fait, il s'agit d'un discours que le chef Seattle, le chef indien Seattle, a prononcé en réponse au président des États-Unis qui voulait acheter plusieurs millions d'hectares de terres indiennes. Et c'est un discours qui date de 1854. Voilà, c'est la fin. Je vous laisse le lire pour conclure cette soirée.
Je ne suis pas passé par une école pour apprendre. Enfin, je vais lire comme je peux, comme je le fais. L'air est précieux à l'homme rouge, car toute chose partageant le même souffle, partage le même souffle, la bête, l'arbre, l'homme. Ils partagent tous le même souffle. L'homme blanc ne semble pas remarquer l'air qu'il respire. Si nous vendons notre terre, vous devez vous rappeler que l'air est précieux, que l'air partage son esprit avec tout ce qu'il fait vivre. Vous devez apprendre à vos enfants que le sol qu'ils foulent est fait des cendres de nos aïeux, pour qu'ils respectent la terre. Dites à vos enfants qu'elle est enrichie par les vies de notre race. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Si les hommes crachent sur leur sol, ils crachent sur eux-mêmes. Nous savons aussi, au moins ceci, la terre n'appartient pas à l'homme. L'homme appartient à la terre. Cela, nous le savons. Toutes choses se tiennent comme le sang qui unit une même famille. Toutes choses se tiennent. Merci. Merci infiniment, Pierre Rabhi. Merci à tous. Merci. Et merci à vous. Merci beaucoup.